Bien, bonjour à tous et donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Benoît Vervandier et donc je suis effectivement vice-président de l'association Eiffel née à Dijon. C'est une association qui a été créée par notre présidente Michèle Bransol. Il faut savoir que les Amis d'Eiffel forment un certain nombre d'associations en France et chose assez rigolote, et c'est très bien comme ça, toutes ces associations sont présidées par des femmes. Comme quoi il peut y avoir des femmes qui rendent hommage à des grands hommes et c'est fort bien comme ça, c'est super. Voilà. Et ça serait bien aussi l'inverse, pourquoi pas. Mais bref, en tout cas, nous on est très contents que ça se passe comme ça. Voilà. Alors, Eiffel né à Dijon, pourquoi a été créé? Parce qu'en fait, il y a 5 ans, Michèle Bransol, notre présidente, s'est rendu compte que même sur Dijon, beaucoup de gens ignorent que Gustave Eiffel est né à Dijon, pour la bonne et simple raison que malheureusement, il ne reste pas grand-chose de son enfance et de son passage à Dijon. Et donc de ce fait-là, eh bien, sa mémoire reste un petit peu ignorée. Alors comme vous pouvez le voir, effectivement, on fête cette année le 100e anniversaire de la disparition de Gustave Eiffel. Finalement, Gustave Eiffel, pour vous, ça peut paraître quelque chose de très loin. Eh bien, c'est pas si loin que ça. Et pourquoi on s'y intéresse? Parce que en tant qu'ancien chef d'entreprise, je trouve que c'est un entrepreneur qui est absolument extraordinaire, remarquable, qui a eu une vie professionnelle plus que trépidante, qui nous a laissé des ouvrages absolument remarquables. Bien sûr, tout le monde connaît la Tour Eiffel, on va en parler, mais bien d'autres ouvrages. Et c'est surtout qu'il a une histoire tant d'entrepreneurs que de chercheurs qui mérite d'être racontée et d'être mise en exemple. Alors, pour commencer, eh bien là, le syndrome de la démo. Oui, ça marche pas. Bien. Bien, bien, bien. Ça, bien entendu, ça marchait tout à l'heure. Vous passez comme ça? Je suis plus là, ouais. Ici. Donc il est né à Dijon le 15 décembre 1832, donc de Catherine Monneuse et de François-Alexandre Bonnickhausen Eiffel. Donc sa mère était déjà une chef d'entreprise. C'est important pour lui parce qu'on verra que dans sa carrière de chef d'entreprise, sa mère va l'aider beaucoup. Donc sa mère était avait une concession pour pouvoir transporter le charbon qui venait des mines d'Épinac, donc pas très loin de Dijon, et puis rapporter ce charbon sur le canal de Bourgogne et le faire parvenir à Paris. Il fait ses études sur Dijon. À 1842, donc il est au collège royal qui deviendra aujourd'hui le collège Marcel Pardet, qui existe toujours. Il obtient deux baccalauréats, un en sciences, un en lettres. Et puis ensuite, il tente l'école polytechnique. Malheureusement, ça se passe pas forcément bien pour lui. Et du coup, il intègre l'école centrale à Paris, où il est diplômé en 1855. Alors, très vite ensuite, il intègre une entreprise qui s'appelle l'entreprise Neveu et compagnie sur Bordeaux. Il va faire ses armes, où il va commencer en particulier à être chef de chantier sur la construction de cette passerelle de Bordeaux. Où il va lui-même développer un certain nombre de techniques qui sont des techniques intéressantes pour certaines d'entre elles qui ont été montrées d'ailleurs dans le film Eiffel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film qui est discutable sur le fond puisque la romance en elle-même, elle n'est pas crédible. Par contre, certaines techniques qui sont montrées dans le film montrent bien effectivement quelles étaient les approches de l'époque et en particulier les techniques qu'on appelle de fonçage, techniques qui ont été développées et grandement travaillées par Eiffel, fonçage donc hydraulique avec le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'on isole l'emplacement d'une pile de pont avec des pales planches et puis ensuite on va plonger un caisson métallique. Ce caisson métallique va être
enfoncés au fur et à mesure dans le sol, bien entendu, et pour éviter que l'eau ne rentre dans le caisson métallique, on injecte dans ce caisson métallique de l'air comprimé qui repousse les entrées d'eau. Et au fur et à mesure, en fait, on enfonce ce caisson métallique dans le lit du fleuve jusqu'à atteindre la roche, c'est-à-dire l'endroit où on peut couler du béton sur un sol solide. Et c'est la technique de fonçage qui a été développée donc grandement par Gustave Eiffel et qui lui servira d'ailleurs pour construire la tour Eiffel, en particulier sur les deux piliers qui sont très proches de la Seine. Donc Gustave va développer cette activité ainsi que l'activité de lançage de pont qu'il utilisera très largement tout au long de sa vie. En 1862, en fait, il s'adresse à sa mère et il lui dit voilà, moi je trouve personne vraiment à épouser et puis j'ai pas bien le temps. Donc il s'adresse à sa mère pour trouver une copine. Bon, ça se faisait un petit peu comme ça dans le temps. Et donc sa mère lui propose d'épouser Marie Gaudelet, qui est en fait ni plus ni moins que la fille de leur propriétaire à Dijon. Il l'épousera, elle a 17 ans, lui il en a 29, donc il y a quand même un certain écart d'âge. Hein. Et ils s'entendront très bien, ils auront 5 enfants. Et malheureusement, comme il était souvent le cas à l'époque, eh bien, Marie Gaudelet décédera très vite, puisqu'elle partira à l'âge de 32 ans. Donc, eh bien, Gustave Eiffel reste seul avec ses 5 enfants, et c'est vrai que sa fille Claire l'aidera énormément dans son œuvre ensuite pour pouvoir aider à élever des enfants. Et sa fille Claire épousera ensuite une personne très importante pour Gustave Eiffel qui s'appelle Adolphe Salle, qui travaillera avec Gustave Eiffel dans son entreprise de Le Valois-Perret. 1866, il crée effectivement sa société et en 68, il développe cette société en s'associant avec un jeune ingénieur qui a 6 ans de moins que lui, qui s'appelle Théophile Seyrig, et avec lequel il va pouvoir développer un certain nombre d'activités, notamment des grands projets. Mais ce qui fait l'ossature principale de l'entreprise à cette époque-là, c'est à partir de 1873, mais ça durera tout le long de sa vie, et c'est là où il est un stratège assez remarquable. Il construit des ponts portatifs. Donc en fait, c'est là où il va développer très fortement toutes les techniques de standardisation. Dès 1873, il constitue des catalogues avec des sous-ensembles de pièces qui sont formés donc d'un certain nombre de cadres, de poutres, de contreventements, de treillis, etc. Et ils forment en fait des kits qui peuvent se monter partout dans le monde très facilement, puisque ces ponts portatifs en fait avec des pièces qui font au maximum 6 mètres de long et au maximum 150 kg, donc déplaçables à 3. Enfin, à l'époque, on était costaud. Hein. On monte un pont très vite et ces ponts seront montés beaucoup en Asie. En particulier en Indochine, en Cochinchine, tel qu'on l'appelait à l'époque, etc. Et puis partout en Amérique du Sud, en Europe, en Espagne, au Portugal, etc. Donc ça, c'est l'activité permanente de la société. Ce qui fait que, en fait, Gustave a un fondement de fabrication qui lui permet d'assurer la vie de la société et son développement. Et du coup, lui peut se consacrer sur des chantiers autrement plus importants, sachant que ces ponts sont livrés avec une notice, celle qu'on le voit au-dessus, là. On voit ici une notice au-dessus, qui est une notice en fait de lancement. Donc très, très facilement, les gens qui achètent ces ponts vont pouvoir les installer par eux-mêmes. Et ça, c'est l'activité principale de l'entreprise. Elle est assez ignorée et pourtant, c'est celle qui va faire les fondamentaux de l'entreprise et qui va forcer l'entreprise, enfin qui va permettre à l'entreprise de travailler avec précision puisque toutes les pièces sont fabriquées en usine, aucun trou n'est
n'est repercé sur chantier. Donc cette technique et cette précision lui permettra en particulier de réaliser des très grands projets où les pièces sont toutes fabriquées sur des mannequins en usine, acheminées sur chantier et montées. C'est comme ça que se feront les grands projets qui suivent. Alors, en 1875, c'est là où il commence à prendre un certain nombre de risques. Alors, le premier chantier d'importance est le chantier du pont Maria Pia à Porto. C'est un viaduc qui existe toujours au-dessus du Douro. Pour ceux qui veulent aller se balader du côté de Porto, vous pouvez le voir. Il est toujours dressé au-dessus du Douro. Malheureusement, il a été désaffecté depuis 1991, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de train qui passe dessus. Mais c'est le premier viaduc osé, puisqu'en fait, c'est un viaduc grande arche qui est composé pièce par pièce jusqu'à ce que le croissant que l'on voit en bas à droite soit complètement constitué avec sa clé finale pour pouvoir appuyer les autres éléments du tablier. Eh bien, ça, c'est un pari qui est assez risqué et que lancera donc au niveau du bureau d'études Théophile Seyrig, qui sera approuvé par Eiffel et qui réalisera effectivement cette performance. À l'époque, ça n'existait pas. On ne savait pas réaliser des ponts de cette nature. Et pour la première fois, eh bien, on réalise un pont qui est extrêmement novateur. Qui existe toujours, comme vous pouvez le voir ici. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce pont-là, il fallait quand même pas avoir trop peur, parce que sur ce pont-là, le train, lui, il circule là-haut. C'est-à-dire qu'il y a aucune barrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça souffle trop fort, et puis il ne faut pas avoir peur, parce que quand vous lancez dans le vide, eh bien vous le lancez dans le vide. Voilà. Donc on tiendra compte de cette difficulté lors de l'ouvrage qui suivra. Qui fera référence et qui est un ouvrage illustre pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien entendu le viaduc de Garabit. Donc viaduc de Garabit qui est pas très loin d'ici, qui se trouve dans votre région et qui est un ouvrage absolument remarquable où là, sur cet ouvrage-là, eh bien, c'est Jean Boyer qui est maître d'ouvrage, donc à l'époque, chef de projet maître d'ouvrage, et qui lui est convaincu que vis-à-vis de la nouvelle ligne Paris-Béziers qui doit traverser ici la Truyère, eh bien, on va perdre beaucoup de temps si on fait des S que l'on descend au fond du trou et que l'on remonte. Et donc, comme il a vu que Maria Pia a été créée juste quelques années auparavant, il connaît Maria Pia. Et donc il décide sa direction de pouvoir traiter de gré à gré avec Gustave Eiffel pour construire le viaduc de Garabit. Ce sera chose faite. Le viaduc de Garabit d'ailleurs se montera très vite puisque le viaduc est terminé alors que la ligne de chemin de fer, elle n'arrivera que 4 ans plus tard. Donc ça veut dire que Gustave Eiffel a réalisé là avec ses équipes un ouvrage tout à fait remarquable et où cette fois-ci, eh bien, la construction est un peu différente. Vous voyez que par rapport au viaduc Maria Pia, eh bien, là, cette fois-ci, le train ici circule sur le plan du tablier ici, et donc on a quand même une sorte de 1,65 m de hauteur, de façon à ne pas voir le vide directement, mais si vous le passez en train, parce que ça se fait encore, n'hésitez pas à le faire. La région Occitanie organise périodiquement des passages sur le viaduc de Garabit. Vous verrez que ça reste malgré tout extrêmement impressionnant et que c'est un ouvrage absolument remarquable. Alors après quoi, il va construire un autre ouvrage qui est très intéressant, qui est la coupole de l'Observatoire de Nice. Il faut savoir que auparavant, pour faire tourner une coupole d'observatoire, eh bien, il fallait plusieurs heures pour faire tourner cette coupole. Là, Eiffel va innover puisque, si vous voyez ici le plan de détail, eh bien ici, en fait, on a un bassin.
il remplit d'eau ici avec un mélange d'alcool et d'eau. Il remplit le bassin et par effet Archimède, ça soulève la coupole. La coupole fait une centaine de tonnes et une personne peut faire tourner la coupole en l'espace de 3 minutes. On fait tourner la totalité de la coupole et c'est un mécanisme qui fonctionnera pendant un certain nombre d'années puisque il a été démonté de ce fait relativement récemment pour pouvoir être remplacé par un moteur électrique. Donc une construction, là encore, absolument remarquable. Mais Eiffel pense déjà à la suite, hein, puisqu'il a déjà les yeux tournés vers d'autres fabrications. En parallèle, la fabrication donc de l'ossature de la Statue de la Liberté. Vous connaissez tous la Statue de la Liberté qui a été construite donc par Bartholdi, mais Bartholdi vient le chercher parce que pour venir faire tenir la statue, il faut une ossature qui soit très solide puisque la Statue de la Liberté est contrainte par des coups de vent assez forts et c'est effectivement Gustave qui va reprendre les éléments et qui va permettre à la statue de pouvoir tenir et donc d'être construite. 1879, ce sont deux autres grands marchés, cette fois-ci de charpente métallique, qui vont se tenir sur Paris, le Bon Marché et le Crédit Lyonnais. Et puis c'est surtout bien entendu en 1887 la prise de décision d'intervenir donc auprès des instances ministérielles de l'époque pour pouvoir placer effectivement la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, en fait, elle est partie d'un projet que viennent lui soumettre deux de ses ingénieurs, Nouguier et Koechlin, qui sont en fait ils connaissent très bien les ossatures de pont qu'on a réalisées, les arcs qu'on a réalisés pour les viaducs. Finalement, si on les met debout, ça fait une tour. Et puis, ça peut faire une tour qui peut monter jusqu'à plus de 1000 pieds de haut. Parce que pourquoi la tour Eiffel fait 330 mètres à peu près? Parce qu'à l'époque, on cherchait à construire la première tour dans le monde qui ferait plus de 1000 pieds de haut. Alors les Américains s'étaient déjà lancés, mais on se rend bien compte qu'avec des ouvrages en pierre, on a du mal de dépasser les plus de 150 mètres de haut. Donc il fallait d'autres techniques. Et Gustave Eiffel fait le choix donc du fer puddlé, c'est-à-dire du fer qui est produit à partir de la fonte décarbonée et qui a été martelé, qui lui permet d'avoir une certaine solidité, mais surtout Eiffel craint beaucoup l'effet du vent. Et le fer puddlé permet effectivement d'avoir des oscillations et un travail donc de la matière qui permet d'avoir une certaine souplesse à la tête donc de l'ouvrage. Et donc il va proposer cette conception-là à la direction qui se charge de la préparation de l'exposition universelle de 1889, et il insiste pour que la Tour Eiffel soit positionnée donc à cet endroit-là. Il faut savoir qu'on est en 1887 et que du coup, il réalise la conception et la réalisation de la Tour Eiffel en un peu plus de 2 ans. Bon, à l'époque, il n'a pas d'ordinateur, il a 43 ingénieurs et dessinateurs. Et je peux vous dire qu'on trouve encore tous les plans, bien entendu. Tous les plans sont cotés, tous les plans sont calculés. Comme je vous le disais, chacune des pièces est calculée, fabriquée à Levallois-Perret en usine, est montée sur le chantier sans être repercée. On arrivera à monter toute la Tour Eiffel, on aura simplement 9 cm d'écart tout au-dessus entre les dernières pièces avant de faire la clé finale. Donc autant dire que à l'époque, ils étaient quand même plutôt balèzes en matière de conception. Tout est calculé bien entendu à la main, c'est-à-dire les efforts, les moments fléchissants sur les barres, sur les ponts, comme sur la Tour Eiffel. Tout est calculé à la main. Tout est fait en fait avec, et on le voit sur les plans, quand nous on va rechercher les plans, on voit énormément d'opérations qui sont faites à la main. C'est des maniaques de la trigonométrie, bien entendu, et tout est monté, ajusté, percé, sans écart.
La tour Eiffel sera montée effectivement avec une évolution continue, hein. Il n'y a pas eu d'accident mortel sur la tour Eiffel. Ça aussi, c'est l'une des performances de Gustave, puisque avant de lancer le projet, il réunit ses ouvriers. Et il convient deux choses. Premièrement, on va limiter la consommation d'alcool sur le chantier, la consommation de vin. Alors ça peut faire sourire, mais il faut quand même se souvenir que la dernière peste noire à Paris date de 1905. Si bien qu'en fait, boire du vin pas trop alcoolisé, on prenait moins de risques et on était moins malade que si on buvait l'eau qui était à disposition. Donc ce qui explique la consommation importante de vin de l'époque. Maintenant, effectivement, quand on construit des ouvrages pareils, il vaut mieux effectivement être solide sur ses deux jambes. Et donc ce que fera en plus Gustave Eiffel pour éviter les accidents, eh bien il fera monter la cantine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la tour monte, on fait monter la cantine, c'est-à-dire que les ouvriers ne descendent pas manger entre midi et 2 ou sur les pauses, mais la cantine monte avec eux, ce qui évite d'avoir trop d'allers-retours sur les échelles et trop de risques d'accident. Donc pas d'accident mortel, par contre on a des preuves, il y a des accidents au quotidien, beaucoup de chutes d'objets en particulier. Voilà, c'était un petit peu les difficultés effectivement de pouvoir monter un tel ouvrage. Et donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le pari était fort au niveau de la construction, mais le pari était aussi assez fort au niveau du financement. Les risques pris par Eiffel sont énormes, hein, puisqu'il fait son calcul, il demande une concession de 20 ans, c'est-à-dire qu'il demande à ce que la tour Eiffel, qui devrait être démontée, eh bien, puisse rester malgré tout érigée pendant 20 ans, de façon à pouvoir avoir un retour d'investissement sur son chantier, puisqu'il calcule qu'il faut à peu près cette époque-là pour rentrer dans ses frais. En fait, il ouvre l'exposition universelle, en fait, et l'inauguration de la tour se fait le 15 mai, l'accès avec les ascenseurs opérationnels à partir du 30 mai, et il faut savoir que le ticket d'accès à la tour Eiffel coûtait à peu près l'équivalent d'un SMIC d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour pouvoir monter au-dessus de la tour, il fallait dépenser un mois de salaire, ce qui est absolument considérable, bien entendu, il le sait. Et pour autant, c'est la seule façon d'accéder à 330 mètres au-dessus du sol. Il n'y a pas d'autre façon. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'autre façon, eh bien tout le monde se précipite. Et en un an, il a amorti le chantier de la tour Eiffel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se battra toute sa vie pour conserver la tour Eiffel debout et qu'elle ne soit pas démontée. Et il gardera la concession de la tour Eiffel pendant 90 ans. Alors c'était quelqu'un qui avait non seulement le goût de la technique, mais comme vous pouvez le lire, il avait d'ailleurs le goût aussi du beau, et donc il s'est entouré d'un certain nombre d'ingénieurs et d'un architecte, Sauvestre, pour l'aider à réaliser quelque chose qui soit certes métallique, mais qui soit beau. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, si le nom de la tour Eiffel tient pas au fait que ce soit lui qui a imposé son nom à la tour, mais le nom de la tour Eiffel tiendra à la polémique, puisqu'à l'époque, beaucoup de gens comme Charles Garnier, l'architecte, comme Maupassant, Beaumarchais et bien d'autres trouveront que cet ouvrage est un ouvrage métallique qui dégrade la vue de Paris. Beaucoup de gens chercheront à ce que la tour ne se fasse pas, et contre vents et marées, il arrivera effectivement à activer un réseau qui lui permettra de pouvoir le soutenir et de pouvoir monter la tour Eiffel. Donc c'est quelqu'un qui, en plus, dans son entreprise, fait d'énormes efforts de communication. Tout au long de la construction de la tour, il accueillera des visiteurs, des politiques, un certain nombre d'acteurs, de journalistes, pour pouvoir effectivement montrer que la tour est un ouvrage d'avenir et que la tour peut être belle, comme on le voit sur la photo de droite de nos jours, et que ce n'est pas simplement un ouvrage d'ingénieur et de construction métallique sans âme. À gauche, on le voit tout au sommet de la tour, il est en bas de l'escalier, au-dessus de l'escalier, on trouve son gendre, Adolphe Salle.
Alors, non seulement il est sous la lumière de la Tour Eiffel, mais au même moment où il signe d'ailleurs la convention de la Tour Eiffel, il signe aussi son contrat d'écluse pour Panama. Alors Panama, l'histoire du canal de Panama est, euh, est intimement liée à l'histoire de Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps donc a construit auparavant le canal de Suez, donc il a creusé dans du sable entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, et il part du même principe de conception pour construire le canal de Panama. Sauf que le canal de Panama, il y a 87 mètres de dénivellation entre la partie haute et la partie basse. Et déjà en 85, Gustave Eiffel lui dit tu n'y arriveras qu'à partir du moment où tu feras des écluses. Et Gustave Eiffel forme le projet de 11 écluses de 8 mètres de haut, de dénivelé, de façon à pouvoir passer le canal. Ferdinand de Lesseps ne suivra pas Eiffel, cherchera à creuser le canal. Or, à cette époque-là, il pleut beaucoup lorsqu'on creuse, les gens sont dans la boue, une épidémie de fièvre jaune s'emparera de tout le monde, tue beaucoup de personnes, y compris d'ailleurs Léon Boyer, donc la personne qui était aussi à l'origine de viaduc de Garabie, qui est devenu chef de projet pour Panama, qui sera tué, terrassé en l'espace de 2 mois par la fièvre jaune sur le chantier du canal de Panama. Eh bien, là, on vient chercher Gustave Eiffel en disant, ben là, cette fois-ci, on a perdu trop de temps, on a perdu trop d'argent. Et donc, effectivement, on est d'accord maintenant pour faire le canal de Panama avec des écluses, mais il va falloir rechercher de l'argent. Et l'argent, on tentera de le rechercher en souscrivant donc des actions en bourse. Ces actions ne seront pas suivies puisque on réunira que 30% du capital nécessaire. Et donc de ce fait, la société Canal de Panama dépose le bilan et c'est un formidable scandale qui inondera toute la France puisque beaucoup de petits porteurs perdront les actions qu'ils ont mis en bourse pensant très fort que ce canal allait pouvoir se faire. Et donc on vient chercher des responsables. Alors déjà il y aura effectivement Ferdinand de Lesseps qui sera effectivement recherché en responsabilité, mais on viendra aussi chercher Gustave Eiffel qui n'y est pas pour grand chose puisque lui il a signé un contrat au forfait sur les écluses, qui se doute que le travail il prend un risque énorme pour pouvoir réaliser ces écluses et il signera un très gros acompte. Et comme il signera un très gros acompte qui au passage lui permettra de terminer les ascenseurs de la tour, tout le monde viendra le chercher en disant oui mais le seul qui a gagné de l'argent c'est Gustave Eiffel, donc on viendra le chercher. Alors, on viendra le chercher, il sera effectivement condamné, néanmoins il sera réhabilité parce qu'on voit bien qu'effectivement il n'y a pas eu de malversation, mais ça a été très dur à vivre pour Gustave Eiffel et Gustave Eiffel se retire des affaires à partir de cette époque-là pour se consacrer uniquement au dernier volet de sa vie qui est le volet de la recherche. Donc, au niveau de la recherche, il se lance à fond perdu avec ses moyens, et ses moyens, il en a, parce que pour finir l'histoire du canal de Panama, on l'incite à ressouscrire à la nouvelle société de Panama, et donc il sera obligé de souscrire à cette nouvelle société. Quand cette société sera revendue aux Américains, il fera effectivement une très forte plus-value et donc il dispose de beaucoup d'argent qui lui permettent de se lancer dans la recherche. Ce qui le motive, c'est avant toute chose, de garder debout la Tour Eiffel. Pour garder debout la Tour Eiffel que beaucoup cherchent malgré tout à démonter, eh bien il faut lui trouver une utilité. Et finalement, l'utilité, elle viendra principalement à partir des années 1900 et 1914, année de création de la TSF. Et c'est grâce à la Tour Eiffel qu'en 1914, on arrive à intercepter un message des Allemands, montrant que les Allemands sont dans la difficulté. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut organiser une contre-offensive avec les taxis de la Marne et renvoyer des soldats pour pouvoir intervenir. Et finalement, la bataille de la Marne et l'intervention grâce au message intercepté à la Tour Eiffel a été stratégique. À partir de ce moment-là, la Tour Eiffel sera protégée pour justement
permettre de pouvoir relayer l'ensemble des messages radio, puis ensuite télévisuels. Alors, Eiffel, dans ses activités de recherche, se lancera principalement, déjà dans un premier temps, dans tout ce qui concerne l'étude du vent. Il se rend compte que, bien entendu, le vent a été son ennemi principal, aussi bien pour la construction des ponts que des viaducs, et donc il lui faut étudier ça. Donc il met en place une soufflerie au pied de la Tour Eiffel qui sera remplacée bientôt par la soufflerie à Auteuil, soufflerie donc que l'on voit sur ici la photo en haut à gauche, et qui restera toujours active, et qui est toujours active, hein, qui est utilisée aujourd'hui au quotidien, qui appartient aujourd'hui donc à une société donc qui réalise un certain nombre d'essais en soufflerie, et d'ailleurs les voitures de Sébastien Loeb ont été testées dans la soufflerie construite par Gustave Eiffel, parce que cette soufflerie détient un certain nombre de caractéristiques qui restent tout à fait intéressantes. Mais il faut savoir que Eiffel en particulier a mis en équation et s'est rendu compte de ce qu'était réellement la portance d'une aile d'avion. Vous savez qu'à l'époque, on se lance dans l'aéronautique. En général, les avions ont des ailes qui sont entoilées, et on se rend compte que beaucoup d'avions s'écrasent parce que la toile s'est arrachée sur le dessus. Et en fait, Eiffel se rend compte en soufflerie que la portance est formée par une aspiration de l'aile sur son extrado qui est 2 fois plus forte que l'effet d'appui de l'aile sur le coussin d'air, sur l'intrado qui se trouve en dessous, et c'est ça qui caractérise la portance, et que la caractéristique d'une aile d'avion tient en fait à différentes caractéristiques dimensionnelles, de façon à ce que d'une part on arrive à trouver un optimum entre la résistance de l'air d'une part, la portance d'autre part. C'est ce qu'on appelle la polaire d'une aire d'avion, et Gustave Eiffel sera le premier à mettre en équation cette caractéristique qui est toujours utilisée de nos jours, et qui est tellement importante qu'elle permettra donc de faire des essais d'ailes d'avion soufflerie. Et si Blériot arrive à traverser la Manche, Blériot étant un compagnon de l'école centrale de Gustave Eiffel, et bien c'est grâce à la soufflerie de Gustave Eiffel, et donc aux essais qui seront effectués sur son aile qui lui permettront de traverser la Manche. Eiffel ne s'arrête pas là, et il décide de construire. Il a quand même 84 ans, et il décide de se lancer dans la construction d'un prototype d'avion. Et c'est un prototype d'avion, comme vous le voyez ici sur la photo, qui est révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il a les ailes qui sont surbaissées, c'est-à-dire qui partent en bas de la carlingue. Il a une puissance assez phénoménale, puisqu'il monte très vite à plus de 200 km/h. Il a des performances qui sont excellentes. Il faut savoir que c'est un avion qui est entièrement en duralumin, ce qui est le premier avion métallique de l'époque, alors que tous ses concurrents sortent des avions qui sont des biplans entoilés et qui vont 2 à 3 fois moins vite. Donc c'est un avion révolutionnaire. Malheureusement, c'est un jeune garçon qui est un jeune pilote qui n'est pas tout à fait suffisamment expérimenté, et qui prend les commandes pour les premiers essais. Ça se passe pas bien. Le premier essai, il casse le train d'atterrissage, et le deuxième essai, il cassera le train, et en même temps, il se tuera dans l'accident. À partir de ce moment-là, Gustave Eiffel, lui, dit j'arrête là et je vais pas plus loin. Voilà l'histoire de l'aéronautique conduite par Gustave Eiffel, et il décédera à 91 ans en 1923, donc suivi 2 jours après par son gendre. Voilà l'histoire d'un chercheur, d'un entrepreneur visionnaire qui nous passionne toujours, et qui nous incite à continuer à faire des recherches, des expositions, puisque on va fêter donc son centenaire avec une exposition itinérante qui s'appelle Toujours plus haut, et que vous pourrez voir sur Dijon avec des entrées gratuites du 2 au 15 octobre 2023. Et donc, beaucoup de choses à dire encore sur cet entrepreneur, ce visionnaire qui nous passionne toujours autant. Merci de votre écoute.
Des questions? Quelques questions? Oui. Attends, j'arrive. J'arrive, mais je sais pas comment... C'est bon, tu l'as... Oui, oui, j'ai le micro. Je vois bien qu'il faut tout faire dans cette maison. Bonjour, je voulais juste savoir concernant la coupole de Nice, pourquoi le mécanisme avec le système utilisant la poussée d'Archimède a été remplacé par un moteur électrique? Pour une raison très simple, c'est que avec le système de Eiffel, il faut encore pousser avec un levier pour faire tourner la coupole de 100 tonnes. Avec l'électricité, il faut appuyer sur un bouton. C'est tout. Et du coup, effectivement, on arrive quand même avec l'électricité à avoir un positionnement de la coupole beaucoup plus précis que ce qu'on arrive à faire à la main. D'autres questions ? Pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette association? Alors, moi, j'ai toujours admiré Gustave Eiffel. Alors, il faut savoir que ça, que quand j'étais gamin, mon père était très admirateur de Gustave Eiffel. Tout le monde savait qu'il était né à Dijon. On disait qu'il avait fait un pont. En fait, le pont qui est à Dijon, en fait, le pont métallique n'est pas de lui puisque c'est une société sous-traitante qui l'a monté. Et puis, comme tout gamin, on a tous été à la Tour Eiffel. On trouve quand même que c'est un truc super, quoi. Et se dire que on a réussi à construire ça en l'espace de 2 ans, études et réalisations. Enfin, aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce qu'on sait reconstruire la Tour Eiffel en 2 ans, conception, réalisation? Est-ce qu'on sait? Non, on ne sait pas. Donc on est quand même... Bon, bravo, hein, bravo à Gustave, parce que quand même, à cette époque-là, on savait faire des choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui de la même façon. Et de toute façon, on ne sait plus les faire dans ces temps-là. D'autres questions aussi pertinentes? Peut-être quelles sont les activités maintenant de l'association Gustave Eiffel? Alors nous, nos activités, c'est de promouvoir la mémoire, et en particulier ce qu'on cherche beaucoup sur Dijon. Il faut savoir qu'il n'y a aucun musée Gustave Eiffel dans le monde. Vous avez des musées Jules Verne, il n'y a aucun musée Gustave Eiffel dans le monde, même à la Tour Eiffel. Donc on trouve quand même que c'est assez injuste que quelqu'un qui est autant apporté à la construction et à l'aéronautique soit aussi peu représenté. Il faut savoir que aux États-Unis, par exemple, Gustave Eiffel a obtenu la médaille Langley, qui récompense les héros de l'aéronautique. La médaille Langley a été reçue donc par par deux aviateurs célèbres, les frères Wright d'une part, qui ont traversé l'Atlantique en avion, a été reçu par les astronautes d'Apollo 11 et par Gustave Eiffel. Donc ça veut dire que les Américains ont compris ce que Gustave Eiffel avait réussi à apporter. Nous, on n'a pas forcément cette culture scientifique et technique, et c'est bien dommage parce que ce qu'il a réalisé est absolument extraordinaire avec les moyens de l'époque. Question? Oui? Alors voilà, pourquoi on ne fait pas un musée? Après, c'est une question de sous. Faut savoir qu'il faut lever des fonds. Rien que pour organiser le centenaire, on cherche à lever des fonds. Un budget comme le nôtre pour le centenaire, c'est aujourd'hui plus de 100 000 € qu'il faut réussir à réunir pour lever les fonds.
Aujourd'hui, c'est pas si évident que ça de lever des fonds et de prouver aux gens que ce qu'il a fait est extraordinaire et nécessite un musée. En plus, il faut quand même reconnaître que les collectivités sont un peu frileuses sur les musées parce que les musées, une fois qu'ils sont créés, ensuite il faut les exploiter et ça a un coût. Voilà. Donc c'est compliqué à notre époque. Et qu'il y a peut-être d'autres façons de pouvoir expliquer, apporter effectivement de la connaissance via Internet et d'autres moyens que de faire un musée. Mais quoi qu'il en soit, on regrette qu'il n'y ait pas de lieu de mémoire de ce grand homme. Bien. Attends, une autre question. Oui. Eh bien, il est enterré à Paris. C'est assez simple. Il est enterré à Paris, effectivement. Oui. Et il est question de rapatrier ses cendres sous la Tour Eiffel. Alors, je plaisante. C'était le mot de la fin. Merci, merci Benoît. Merci à vous.